Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine de Mirego Dev Talks, on parle d'assurance qualité et de qualité en général dans les projets de produits numériques. Je reçois Philippe Lachance, directeur assurance qualité, pour discuter de sa vision de l'assurance qualité, des outils qu'on utilise chez Mirego et de ce qu'il entrevoit pour le futur dans le domaine avec notamment l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, la qualité est un élément sur lequel on met beaucoup d'importance. Cette notion de qualité est évidemment présente dans toutes les phases de conception et de réalisation de nos projets, mais elle est core aussi à notre équipe d'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est un domaine qui évolue beaucoup depuis quelques années, puis qui va probablement encore changer beaucoup dans le futur. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Automatisation, intelligence artificielle, outils dans le domaine du QA. Je reçois Philippe Lachance, directeur assurance qualité chez Mirego. Bonjour Philippe. Salut Rémi. Donc, si on se place un peu en contexte un peu plus large, c'est, puis juste pour être sûr que tout le monde en fait sache de quoi on parle, c'est quoi l'assurance qualité en général, peut-être plus dans le monde du développement logiciel? L'assurance qualité, c'est le process de valider qu'on est en train de shipper la bonne affaire à nos clients. C'est pas d'être des chasseurs de bugs. Dans beaucoup d'entreprises, c'est ça. C'est notre philosophie, c'est pas vraiment ça chez Mirego. C'est plus d'être là pour ajouter le facteur wow sur des projets, ce qu'on a besoin d'un œil humain pour valider. C'est ça chez Mirego. Dans le fond, le concept c'est très lié à notre vision de la qualité, dans le fond. Qualité, c'est pas juste « OK, cool, on avait trouvé 30 bugs, on a corrigé les 30 bugs, parfait. Nous avons maintenant un produit de qualité. » Exactement. La qualité, ça va plus loin que juste un produit sans bug. Un produit de qualité, ça peut être ça. C'est surtout un produit qui est maintenable, qui est utilisable, qui répond aux critères des clients. C'est un produit qui va bien traverser les époques aussi. Ouais. Puis comment on fait pour s'assurer de ça? Que justement, c'est quand on fait de l'assurance qualité, on est en train d'assurer la qualité de la bonne chose. C'est qu'on valide la bonne affaire et non juste qu'on cherche des bugs. On se base sur quoi? Bonne question. Il y a une raison pourquoi chez Mirego, on implique les QA dès le début dans les projets. Là. Dans plusieurs entreprises, dans des expériences du passé, les QA arrivaient souvent à la fin des projets ou plus tard dans le pipeline de développement. Ce qui fait que le QA arrive un peu sans knowledge sur le projet, je veux dire, sans connaissance sur le projet. Fait que là, il se met en mode, je vais essayer de comprendre ce qui marche pas, mais j'ai pas été impliqué dans toutes les discussions initiales, fait que j'ai moins de contexte, clairement. Exactement. Là, nous, on pense que d'avoir la personne de QA impliquée le plus tôt dans le projet, c'est vraiment le mieux pour la pérennité du projet. Là. Aussi, ce qui est vraiment important à souligner, c'est que le QA, en étant là au début, devient un peu la personne qui a toutes les connaissances du projet sur le long terme, parce que un projet, il y a plusieurs devs sur le projet. Chacun connaît un peu sa petite partie. Exactement. Ça peut devenir facile pour un dev d'avoir un peu des œillères, de concentrer sur ta feature. Ce qui est bon, c'est ce qu'on veut. On veut que le dev puisse se concentrer sur livrer sa fonctionnalité. Par contre, c'est important d'avoir quelqu'un qui va un peu, je veux dire, owner le projet, entre guillemets, qui va avoir les connaissances de tous les raccoins du produit, qui va le connaître de fond en comble, pour être capable un peu de challenger à travers des meetings de définition de produits. Fait comme, si on va jouer dans ce coin-là, ça se peut qu'on ait des problèmes à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est un peu ça. Et c'est cool, fait que ça fait que l'étendue des aptitudes et des qualités de quelqu'un qui fait du QA chez Mirego, c'est pas juste des skills. OK, je vais essayer de trouver le edge case. Non, il y a vraiment le côté aussi, mettons là, qui est un peu plus passif de je reçois la fonctionnalité, je vais la tester. Il y a le côté actif de je vais proposer quelque chose. Justement, tu as dit le meeting de définition de produit. Fait que finalement, la personne qui fait du QA a un impact, pas juste sur ce qui sort, mais comme ce qu'on bâtit. Là. Exactement. Ça serait trop facile de juste se limiter aux requis d'un projet. Ça ne ferait pas un projet de bonne qualité. Pour quelqu'un d'assurance qualité, ça serait facile de s'asseoir, de regarder je vais appeler ça un ticket de la fonctionnalité qui doit être développée, puis voici les critères de succès de la fonctionnalité. Check, tous les critères sont là. On met ça dans la colonne c'est fait. Completed. On peut envoyer ça en production, mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose de qualité exceptionnelle au bout de la ligne? Je pense pas. Il faut lire entre les lignes, il faut connaître le produit, il faut connaître l'impact d'ajout de nouvelles fonctionnalités au produit. Là. Mais c'est intéressant parce que tu dis, tu penses qu'on n'aurait pas un produit de qualité, mais mettons, je vais faire l'avocat du diable, si on passait
on pourrait pallier à ça en disant on va définir le plus possible le produit, justement, au lieu d'avoir 4 critères de succès, on va en avoir 20 puis plein, puis on va y penser. Puis là, le contrepoint à ce que je dis, c'est ben non, finalement, nous autres, c'est en le bâtissant, on se rend compte de quelque chose. C'est pas vrai qu'on va passer 3 mois à définir. Ah, cool, après ça, le QA, ben oui, valide que les points, on les a tous pensés là. Il n'y en aura pas d'edge case. Tout va être parfait. Valide ces critères-là. Ça va être un produit de qualité. C'est pas à ça qu'on croit chez Mirego. C'est en le faisant de façon itérative. Cette qualité-là va émaner de la contribution de tout le monde. Exactement. Puis, tu n'as pas le choix d'avoir les mains dans le produit. Il n'y a pas un meeting où on va pouvoir penser à toutes les edge cases, à tous ces trucs-là. Puis, je pense que ce serait le retour sur investissement serait payable. Non, c'est si tout le monde dans le projet devrait être investi au même niveau sur leur connaissance du produit. Si on a une personne clé que lui peut avoir la connaissance du produit, ben, je pense qu'on est plus gagnant comme ça. OK. Si, à part ça, ce côté-là, un peu justement, vouloir s'impliquer puis proactivité, c'est quoi les autres compétences clés qu'on cherche? Ben, en fait, pas qu'on cherche, mais que notre équipe d'assurance qualité possède chez Mirego. Souvent, la réponse à cette question-là que j'ai souvent donnée, là, c'est que, comme soft skill, admettons, comment je pourrais mettre compétences douces. Comme compétences douces. Ben, côté humain, plus humain que technique. Exactement. Les compétences humaines, souvent, c'était la pensée critique que je répondais. Puis récemment, ça reste super valide, mais récemment, je trouve que la curiosité, c'est vraiment ça qui fait que, selon moi, que tu vas pouvoir te développer, aller loin dans le Pourquoi ça a comme changé? Pourquoi ta réponse a changé? Ben, c'est que si tu es curieux, je pense que tout le reste va suivre. Tu sais, le domaine de l'assurance qualité, ça peut être assez, quand tu commences dans ce domaine-là, ça peut être assez intimidant. Tu n'as pas nécessairement de connaissances techniques, tu n'es pas un dev, tu n'as pas vraiment de connaissances de code. Puis là, souvent, la carrière commence par le jeu vidéo. Là, tu changes, tu vas aller vers plus l'applicatif, Mirego. Ouais. Là, tu tombes dans des projets du jour au lendemain avec des devs qui parlent, on dirait carrément que c'est une autre langue que la tienne. Là, quand tu n'as jamais été exposé à ça peut être très intimidant. Mais si tu es curieux, tu vas avoir envie d'apprendre. Tu vas vouloir aller plus loin, tu vas vouloir comprendre ces conversations-là, pour participer à ces conversations-là. Tu vas vouloir développer des bases techniques. Je dis toujours qu'un QA qui comprend comment le produit est monté est capable de faire du meilleur QA sur un projet. Avec ça, la curiosité, tu vas être capable rapidement de closer ce gap-là entre les connaissances techniques des devs puis comment on travaille avec les choses. Puis le parallèle que tu fais là, en fait, il y a un parallèle à faire avec plein d'autres rôles dans une équipe. De quelqu'un qui fait du design, qui sait un peu comment ça marche en arrière, quelqu'un qui fait de la... Puis là, même pas juste par rapport au code, au dev, là, mais de quelqu'un qui fait de la stratégie numérique, qui va avoir des connaissances au niveau, comment un produit est monté visuellement, puis comment que justement, c'est quoi la qualité de réalisation d'un produit, c'est des meilleurs, c'est plus de cordes à ton arc, puis c'est plus de mini-aptitudes comme ça que tu vas pouvoir saupoudrer puis appliquer dans ton quotidien. Là. Exactement. Ouais. Fait que là, tu dis le côté curiosité. Moi, je trouve ça intéressant parce que, est-ce que ça s'apprend, la curiosité? T'sais, on dirait, mettons, puis là, même affaire avec pensée critique, de dire, si t'es curieux, puis si tu l'es pas, c'est comme, tu vois-tu ce que tu manques? Ça s'apprend-tu, être curieux? Très bonne question. Je pense que oui. Je pense que si t'es passionné par ce que tu fais, peu importe c'est quoi tes compétences humaines, tu vas trouver le moyen de frayer ton chemin dans ce domaine-là. C'est un peu lié, en fond, passion, curiosité. Exactement. Fait que quelqu'un qui est pas passionné, idéalement idéalement, on veut des gens passionnés. Idéalement, il n'a pas tant chez Mirego, là, qui est zéro, mais fait que dans le fond, c'est ça. C'est quelqu'un qui est passionné, va être curieux, va vouloir en apprendre plus, puis c'est comme ça, en fait, qu'on fait des meilleurs produits de qualité. C'est que les gens se freinent pas à bon, parfait, c'est ça mon travail, c'est ça que je sais, la titre, comme il y a le temps de voir un peu plus loin. Exactement. Mais comment on pourrait s'améliorer, comment on pourrait aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Là. Au niveau outils, techniques, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on utilise pour faire du QA? Écoute, on n'est pas super différent à ce niveau-là que beaucoup d'autres entreprises. Il y a des outils assez classiques au QA. Ouais, fait. Jira est un bon exemple. Je pense que c'est assez répandu partout. Jira comme projet. Les bugs sont ajoutés à Jira au même niveau que les tâches à faire. C'est un outil, dans le fond, de réalisation qu'on... Exactement.
Là où on a un outil qui est pas... En tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'autres gens utiliser, c'est Tesmo. Ouais. Tesmo, c'est notre outil de gestion de code test. Tesmo, c'est un peu le petit frère de TestRail qui est comme Ça, c'est connu. Là. Ça, c'est très connu. C'est le standard de l'industrie. Fun fact, Tesmo, c'est le même fondateur de TestRail qui a comme décidé de partir un autre truc à côté. Parce que TestRail, ça a été acheté. Exactement. Puis là, lui, il a fait OK, bye. Exactement. Quelque chose Il a fait son temps. Il est parti d'autre chose à côté. Okay. Ouais, exactement. Fait que, ben écoute, quand lui a switché, nous, on l'a suivi. Exactement. Ouais. Mais c'est un outil génial, Tesmo, pour rédiger des codes tests, pour exécuter les suites de tests. Par contre, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus de clients ont des équipes de QA, comme qui ont des équipes de dev à l'interne, ils ont aussi des équipes de QA à l'interne. Puis souvent, ces équipes-là ont déjà leurs propres outils. Fait que, je trouve que c'est mieux de penser à la méthode, comment on veut, dans le code Tesmo, comment on veure écrire des codes tests, c'est d'être agnostique de l'outil, de plus être capable de s'intégrer dans les outils de nos clients, que de focusser à genre, j'apprends cet outil-là, puis that's it, puis je peux juste travailler avec cet outil-là. Je pense qu'on est mieux d'avoir une méthode qui est plus générale, qui peut s'insérer un peu partout, là. C'est intéressant. C'est quand même ça aussi, encore une fois, parallèle avec le développement chez Mirigo, de dire on n'est pas... On a des... Pendant que l'étendue est plus large de technologie, de langage et autres, versus des outils qui gèrent des codes tests, mais on a cette mentalité-là aussi de dire, ben non, soyons forts dans nos pratiques, dans comment on fait les choses, mais après ça se ramasse-tu dans tel stack, dans tel techno. En tout cas, il y a probablement des principes plus haut niveau que, comme tu dis, de rédaction de code test, peu importe si tu Tesmo, si tu as un autre logiciel. Exactement, tu sais, au bout de la ligne, les outils sont somme toute semblables. Ouais. C'est important d'avoir les bons guidelines en place, la bonne méthode en place. On peut utiliser tous les outils qu'on veut. Okay. Sinon, si on veut tester des appels d'API, Proxyman, qui est assez populaire aussi, qu'on utilise. Parallel Desktop pour des machines virtuelles. Plusieurs extensions de browser pour se simplifier la vie, générer du data de test, faire des tests d'accessibilité, tout ça. Parce qu'en termes de... Je vais poser la question, mais en termes de défis, on parlait de qu'est-ce que ça prend, la curiosité, mais même ça au niveau polyvalence, c'est quand même un défi en termes de assurance qualité. Il faut tester plein de cas. Il faut tester plein de browsers, plein de périphériques mobiles, tablettes, ordinateurs. Ça, c'est quand même un gros... comment qu'on attaque ça? Chez Mirigo, on fait beaucoup d'applications mobiles. Le défi de tester les applications mobiles, c'est l'éventail d'appareils et de systèmes d'opération qui n'a pas de fin. Du côté d'Apple, c'est un peu plus simple. Ils ont leur téléphone. Du côté d'Android, ben là, tu as plein d'autres joueurs dans le space. Huawei, Samsung et tous ces téléphones-là. Ce qui fait que ça multiplie rapidement le temps de test. Ce qu'on fait, nous, on y va beaucoup avec les analytics. Oui, c'est ça. On se base sur des données pour choisir qu'est-ce qu'on teste pas. Exactement. Si c'est un projet de reprise, un projet qu'on a repris, là, c'est le fun parce que souvent, il y a déjà des analytics en place. On peut voir, tel type d'appareil est vraiment, vraiment pas beaucoup utilisé. On va passer moins de temps à tester sur ces appareils-là versus un iPhone récent, par exemple. Puis pour ce qui est des nouveaux... Un projet qui n'a pas de user base. Exactement, un projet qui démarre. Bien, souvent, on va essayer de comparer avec des projets semblables qu'on a déjà fait dans le passé. Okay. Par exemple, une app de médias, on va comparer avec une autre app de médias pour voir sensiblement la base du utilisateur ressemblait à quoi. Je sais que c'est pas la vérité, mais ça nous donne quand même une idée de tests initiaux. Mettons. Exactement. Puis après ça, on va toujours valider avec le client comme voici nous ce qu'on propose, pourquoi on le propose. Est-ce qu'on est à l'aise avec cet inventaire de devices-là sur lesquels on va faire nos tests? Bon, c'est oui, on va aller avec ça. Puis tu dis, mettons, les devices qui ont moins... ou les devices, les OS, les browsers qui selon les analytics, sont moins utilisés. Puis tu dis, on passe moins de temps là-dessus, mais c'est-tu moins de temps ou c'est zéro temps? On le teste quand même un peu, mais pas... On choisit, on fait un smoke test à tous les X temps, juste pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est complètement brisé, mais pas chaque fonctionnalité qu'on développe, on la teste à 100% là-dessus. Ça peut être risqué quand même de jamais regarder certaines plateformes, certaines
certains OS. Par contre, ce qu'on peut faire pour être plus efficient, c'est de se dire, mettons, on a fait y a-tu un refactor important du code? C'est-tu des grosses nouvelles fonctionnalités qu'on vient de développer? On a-tu fait des mises à jour de sécurité, des mises à jour de dépendance? Comme, à ce moment-là, quand le code a évolué de façon significative, on peut se dire, juste pour être safe, on va aller tester plus creux dans un plus large éventail d'appareils. Ou se dire, il y a plusieurs façons, en fait. On peut se dire, une mise en production sur 2, on va valider ces appareils-là versus ces appareils-là. Il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent. Cool. On parlait d'outils, là, on t'a parlé de Testro, c'est en termes, là, mettons, ça, c'est outils présents. Y a-t-il des outils qu'on regarde, qu'on voit, outils /techniques, là, faire du QA alors, on est en 2024, pour lire cet épisode-là apparaît en 2024, en 2034, où est-ce qu'on s'en va en termes de comment est-ce qu'on s'assure de la qualité des produits numériques qu'on bâtit? Est-ce que c'est différent présentement? J'ai l'impression que tu as le goût de me parler d'automation puis d'AI. Ça se fait-tu? D'automatisation et d'intelligence artificielle. Oui, pour utiliser les bons termes français. Définitivement, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup démocratisé dans les dernières années. Ouais. Puis c'est comme dans beaucoup d'autres industries, comme dans le dev, c'est vers ça qu'on s'enligne, définitivement. Depuis que ChatGPT, on peut avoir des comptes enterprise maintenant, des comptes entreprises. Ce qui est le fun, c'est qu'on a la paix d'esprit, qu'on sait que nos données ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles. Fait que, il y a comme avant. Côté confidentialité. Exactement. Fait que là, c'est le fun. C'est comme plus tant de limites. Là, ce qui est le fun, c'est les GPT. Les GPTs, ce qui est un peu un. Comment on pourrait bien l'expliquer? Qu'est-ce qu'un GPT? On peut le voir comme un assistant, un petit compagnon de ChatGPT. Qu'on donne de la connaissance. Exactement. On lui donne du knowledge. Qu'on vient configurer, qu'on vient donner jusqu'à une personnalité même, tu sais. Qui va pouvoir venir nous aider plus rapidement. T'sais, tout ça était possible avec ChatGPT avant, mais ça prenait beaucoup plus d'efforts pour arriver à un bon résultat. Parce que là, à chaque fois que tu l'utilises, il sait déjà ce qu'il faut faire, il est déjà configuré. Fait que ça va super rapidement. Fait. En ce moment-là, générer des codes tests. Moi, concrètement, mettons, comment qu'on fait ça? Là? Nous, comment on fonctionne, c'est avec un GPT, quand on vient le configurer, on peut lui donner un template à suivre. Oui, OK. Pour le output. Exactement, pour le résultat final. Fait que le template pour le résultat final, c'est dans notre cas, c'est un fichier CSV qui contient tous les champs que nous, on a besoin pour ajouter un code test dans notre plateforme de gestion de tests. Fait qu'après ça, on peut y aller. Quand on a besoin de tests, des fois, on a besoin juste de tests génériques. Là. C'est sûr que pour des fonctionnalités super custom pour des applications, là, il va falloir donner vraiment beaucoup de contexte pour que l'intelligence artificielle comprenne. Mais des fois, j'ai un login Google générique. ChatGPT comprend comment tester un login Google. Fait que, il va pouvoir te pondre des résultats de test dans le format que j'ai besoin. Après ça, au lieu de tout aller écrire manuellement plusieurs fois, tu le fais une fois, il te pond ton CSV, tu l'importes dans l'outil, puis c'est terminé. Là. Genre, toutes tes champs sont remplis, tout est là. C'est vraiment génial. On sauve du temps énormément avec ça. Là. Puis ça, c'est le côté remplacer, ou en tout cas nous aider à rédiger. Puis là, de l'autre part, automatisation. Est-ce que c'est encore un humain qui fait tous ces tests-là? J'imagine que dans les prochaines années, il y a de plus en plus justement d'efficience à aller gagner là-dedans, de dire, un être humain qui prend un téléphone, qui l'ouvre, qui va downloader tel build de l'app, qui roule le test, tout. Comme c'est sûr qu'il y a du temps à gagner là-dedans. 100%. Ce qui est cool avec l'intelligence artificielle, un des challenges qu'il y a dans l'industrie en l'assurance qualité, c'est que souvent, les stacks, les frameworks d'automatisation de tests sont custom au produit qui est développé. C'est-à-dire qu'ils sont souvent écrits dans le même langage, dans les mêmes technos que le projet. Ouais. Ils vivent avec le reste du code de l'application dans le répertoire sur GitHub ou GitLab, limite. Ce qui fait que c'est extrêmement technique. C'est que des gens en assurance qualité, c'est on va dire, mettons, des testeurs manuels, c'est des gens qui exécutent des tests de façon manuelle. Le gap d'apprentissage pour se rendre jusque-là est quand même grand, c'est quand même énorme. C'est une grande tâche. C'est pas impossible,
mais c'est un investissement de temps qui est assez grand. Mais même tu dis exécuter, mais même juste rédiger. Oui, c'est ça. D'écrire, il y a des chemins, je pensais à des frameworks avec Rails, avec Elixir, avec même Kotlin, ça reste que c'est du code un peu que tu écris. Exactement. Qui va automatiser. Le résultat, il est super. Dans le fond, ça va exécuter du code, puis comme tu dis, c'est dans le langage. Il y a le contexte de l'application, il bouge, il fait ses affaires, puis tout, mais c'est ça, il faut idéalement avoir un background de dev pour être efficient là-dedans. Exactement. Mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, puis des nouveaux outils d'automatisation qui sortent récemment, là, ce gap-là, il est vraiment plus petit. Là. Okay. Ce qui est fun aussi, c'est que il y a toujours une base technique qui est requise, mais qui est vraiment plus simple à prendre en main. Exemple, avec des outils comme Maestro, pour des tests d'automatisation, que tu peux apprendre rapidement comment faire des tests d'automatisation. Ça te prend une petite base technique qui s'apprend bien. Mais après ça, ce qui est cool, c'est que ça te donne le goût d'en apprendre plus. Ouais, quand ça réduit la barrière d'entrée à est passé parfait. Là, exactement. Après ça, on parlait de curiosité tantôt. Ben, c'est là que la curiosité, c'est le fun. Ça l'embarque. Là. Comme, nouveaux outils, nouvelles techniques. J'apprends du technique. C'est le fun. Ça a l'air de se développer là-dedans. Puis, ultimement, on veut investir dans le développement des gens de notre équipe. C'est ça, c'est une belle porte d'entrée pour développer ses connaissances techniques. Là. Mais tu dis connaissances techniques, le Maestro, c'est pas genre du YAML. Exactement. Ça fait que c'est même pas du code, actually. Non. Du code qui est exécuté, c'est un genre de markup que tu définis des étapes, puis il exécute un peu à la GitHub Actions, dans le fond, on définit ce que tu veux. Exactement. C'est très, 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 très semblable. OK. Autre chose à dire par rapport à ça? Ben en fait, ce qui est le fun avec Maestro, si on veut aller encore plus vite, ben on pourrait, tu sais, ChatGPT est conscient que Maestro existe. Fait que, on pourrait demander, ça se fait bien de demander, genre, écris-moi, voici les steps que j'ai besoin dans mon test, prends-moi un fichier YAML pour mon automatisation. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Là. On prend l'intelligence artificielle pour venir générer les codes tests, puis après ça, prendre les codes tests et les reconvertir en exactement. Exactement. Fait que c'est comme la full loop, là, certes. OK, nice. En termes de collaboration, tu sais, tantôt, on a parlé un peu avec on a parlé un peu des collaborations avec les autres rôles, ou en tout cas le gap qui se rétrécit entre les autres. C'est quoi, comment ça marche l'assurance qualité en termes de collaboration avec les autres rôles chez Mirigo? L'autre, j'allais dire département, je déteste utiliser ce mot-là, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. L'autre gang, on va dire ça, l'autre gang avec qui on travaille le plus, ben, c'est les devs chez Mirigo. Ouais. Bien entendu. Les gens de l'assurance qualité font partie des équipes au même niveau que les devs. Là. C'est pas des équipes séparées. Justement, c'est pas un département. Non, c'est ça. Comme, OK, parfait, on vous livre quoi? Ben, testez ça, vous autres. Exactement. Fait que, la collaboration se fait, je pense, naturellement, organiquement, de par le fait que, ça, pour les gens qui travaillent de la maison, c'est différent, mais quand tu es au bureau, là, ton bureau, il est à côté des gens de ton équipe, tu travailles avec les gens de ton équipe. La collaboration se fait un peu tout seul de cette façon-là. On est dans les mêmes meetings, on participe. L'opinion de tout le monde dans les équipes a de l'importance. Il ne faut pas que personne ait peur de donner son opinion. Donc, oui, c'est ça. On est pas entière des équipes. OK. Par la collaboration, tantôt, on parlait de notre philosophie, justement, en termes de qualité. L'assurance qualité, c'est pas juste trouver des bugs. Et as-tu un exemple concret de autant cette collaboration-là que cette manière d'approcher la qualité a eu un impact, là, quand même un grand impact dans un projet? Mm-hmm. Je mentionnais tantôt que le QA, c'est plus que juste chasser des bugs. C'est que si on fait juste s'arrêter à des requis, on va passer à côté de quelque chose d'important. J'ai un projet en tête récemment où il y avait un carrousel dans l'application. Le carrousel, si on s'avait fié juste aux requis, le carrousel il aurait été envoyé tel quel en production. Les requis sont là, ça fait ce que c'est supposé de faire, mais en réalité, le carrousel, quand on l'utilisait, ça cochait. Ça laguait. C'était comme moins le fun. L'expérience n'était pas le fun. Juste le fait que il y a c'est rentrer un bug de le carrousel coche. C'est comme non. C'est juste par la collaboration que le QA était assis à côté du dev qui avait fait la feature. On a juste pu faire regarde quand j'utilise de telle façon, regarde ce que ça fait. Il n'y a pas eu de loop infini de je pose une question, je rentre un bug. Le dev, non, regarde ça. 5 minutes après, c'est fixé, puis on passe. Puis après ça, c'est ça. Là, on tombe en mode, OK, tweak quelque chose. Ah ouais, OK, je vais changer comment ma transition est faite là. OK, parfait, je te refais, je redéploie, je refais une build. OK, check, parfait, good. Donc, la loop, en fait, la loop existe, elle est juste tellement petite
grâce à cette collaboration-là que Exactement. les gens sont proches, les gens collaborent ensemble et non juste il y a un WinQA qui m'a rapporté un bug. Bon, the produce, OK, c'est pas clair. Comme non, on essaie de pas se perdre dans cette paperasse-là. Je pense qu'il y a deux écoles. Là. Il y a une école où on veut absolument tous les mini-détails, les loguer dans Jira puis garder le track. Moi, je suis plus de l'école où si on peut le fixer rapidement ensemble sur le coin d'une table, on sort le laptop, on essaie des trucs, puis on itère rapidement. Je trouve que c'est beaucoup plus, premièrement, le fun, c'est beaucoup plus efficient que tomber dans 8 outils juste pour... Je fais rien tant que tu m'as pas créé un... Exactement. C'est quoi puis mettons, c'est super intéressant ce que tu énonces là. C'est quoi le downside de ça, justement, de comme, rentre pas étiquette, là, on va le fixer là. Y a-tu des downsides potentiels à ça? Je pense que là où il pourrait avoir un effet négatif, c'est dans la quantité. Tu sais, si tu arrives sur le coin du bureau d'un dev avec une liste énorme, ça se peut que tu te fasses dire, là, ça va être un autre tantôt rentré dans le Jira. Oui, c'est ça. Ou, mettons, pour se splitter, comme tu dis, si tu arrives avec 12 bugs ou 12 trucs complètement séparés, non, on est 4-5 devs, on va s'y splitter à la gang. Exact. Tu sais, la pensée critique est importante. Je parlais de ça tantôt. C'est comme, le dev vient de me livrer cette fonctionnalité-là, il est encore dedans, je viens de commencer à l'utiliser. C'est pas une feature qui a été livrée il y a 2 jours, il y a 3 jours, que le dev a besoin d'autres choses. Ben non, il est dedans là, let's go, là, on va aller la rendre nice, de qualité, fonctionnelle maintenant, au lieu de faire de changer de contexte puis de faire du rework que j'appelle. Je l'ai passé au QA, le QA la teste, le QA la ramène au dev, c'est tout ça. Mais c'est fou parce que, là, oui, tu parles de pensée critique, fait que là, ça, c'est un skills qu'on veut que les gens dans l'équipe de QA aient, mais ça, c'est enablé. En fait, ça servira à rien si, dans les processus, les devs et les QA n'étaient pas ensemble. La pensée critique ne servirait à rien si elle n'était pas valorisée par le processus. Exactement. C'est comme, OK, je me pensée critique, je suis bon, je suis curieux, mais mon carré de sable s'arrête là, puis that's it. Justement, je peux pas aller parler pas d'exemple, mais tu sais, justement, des devs et des QA qui ne peuvent pas se parler. C'est littéralement, ils se parlent à travers un outil tiers qui est Jira, qui est un système d'étiquette pour être certain que justement, ça soit optimal, puis que ça soit très traçabilité, puis tout, mais on perd de quoi quand c'est juste ça, ça fonctionnerait pas. Tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si tu veux un produit qui répond pas aux besoins du client, qui n'est pas de qualité, qui ne perturbe pas dans le temps, rajoute des intermédiaires entre tes devs et tes QA. C'est exactement là où tu vas finir. Le moins d'intermédiaires entre les gens, les spécialistes d'assurance qualité, les développeurs, le mieux que c'est. En terminant, si je te demandais, c'est quoi, si tu peux me nommer une chose, la chose la plus importante qui fait la différence entre une bonne équipe de QA et une très bonne équipe de QA, qu'est-ce que ça serait? Je pense que c'est d'agir comme ambassadeur de qualité, de voir l'assurance qualité pas juste comme un rôle, mais comme un processus général de qualité sur un projet. Tu sais, comment je vois ça, c'est que la personne d'assurance qualité n'est pas la seule responsable. Tout le monde est responsable de la qualité, fait que c'est de toujours parler de la qualité au quotidien, la qualité du code, la qualité des tests, la qualité des meetings, la qualité des échanges qu'on a avec nos clients. Puis du produit final qui est livré, là, qui mène à la qualité du projet final livré. Cool. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Rémi. À la prochaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.